Salut les fouleurs et bienvenue dans ce numéro sur la nutrition du boxeur. Aujourd'hui j'ai un invité qui s'appelle Pierre, qui est mon frère, et qui va du coup nous parler de plusieurs questions que j'ai notées sur un petit document que je vais vous exposer, et qui va répondre en fait à tout ce qui concerne la nutrition autour de la préparation d'une compétition de boxe. C'est-à-dire que dans un mois et demi par exemple j'ai une compétition de boxe, qu'est-ce que je mange, comment je me prépare, comment je m'hydrate, voilà, on va faire un peu le tour de toutes ces questions-là. Salut Pierre, bienvenue sur ma chaîne. Merci. Merci, je Euh, suis super content d'être là. ouais, c'est avec plaisir qu'on te reçoit. Je te laisse te présenter au niveau de tout ce que tu fais au niveau sportif et nutrition. Ça marche. Donc moi, je suis coach sportif, préparateur physique et je suis aussi coach en nutrition. Donc c'est cette souvent double casquette que les gens recherchent, puisque souvent ils trouvent des coachs sportifs, mais qui voient un petit peu la nutrition. Et moi, j'aime beaucoup ce côté-là, donc j'ai voulu le développer au fil du temps. Vous pouvez me retrouver sur mon Insta Healthy Lifestyle Made for You ou sur YouTube, donc coach sport et nutrition. Avant de passer sur le contenu principal de la vidéo, je vous invite à aller sur mon Patreon. En fait, cette vidéo, elle est complémentée par une autre vidéo où on parle de tout ce qu'il faut faire le jour de la compétition, suivant les cas de figure. Donc, si j'ai mangé le matin, si j'ai pas le droit de manger le matin et que j'ai le droit de manger que après la pesée, si je combats le soir ou le midi très tôt. Voilà, en fait, on a plein de cas de figure et Pierre, il nous a développé plein de protocoles à suivre. Voilà, donc cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur mon Patreon, soit en l'achetant directement dans la boutique, ou soit en prenant un abonnement à mon Patreon qui vous donnera accès à ces contenus exclusifs, et notamment à cette vidéo ce mois-ci. Écoutez, tout de suite, petite transition professionnelle. Donc spéciale nutrition du boxeur, on retrouve les réseaux sociaux de Pierre, Healthy Lifestyle Made for You et Coach Sport et Nutrition. Son Instagram d'ailleurs il est vraiment sympa, les salades elles sont magnifiques. Je vous invite à aller voir, laisser des likes et envoyez-lui du courage parce que c'est vraiment des recettes. En plus, peut-être on peut le dire maintenant, c'est que toi t'es végétarien. Oui, Donc particularité végétarien, donc les problématiques de nutrition pour les végétariens sportifs, donc pareil, tu, c'est tu, tu- intéressant. tu connais bien le sujet, ouais, tout à fait. Et et t'es aussi sportif de haut niveau, on peut le dire quand même, parce que Plus maintenant, on va dire, parce que bon, je pratique plus en compétition, mais bon, je ouais, fais toujours énormément de sport au quotidien, ça c'est sûr. tu te maintiens quoi. On va dire ça. Ouais, ok, ok. Donc, on commence tout de suite. Atteindre un objectif de poids. Comment manger en période de préparation d'un combat. Donc, c'est ce que je disais juste avant. Euh, on a un mois et demi souvent pour préparer les compétitions. On a souvent 3, 4, 5 kilos maximum à perdre. Et donc, je compte sur toi pour nous présenter tout ça. Euh, Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire peut-être un avant-propos. On va expliquer à qui s'adressent ces conseils. Parce que c'est vrai qu'on s'adresse à des amateurs et compétiteurs, c'est-à-dire sous-entendu des sportifs, qui ont une pratique de 2 à 5 fois par semaine et qui visent une perte de graisse. Corrige-moi si je me trompe ou peut-être si tu as quelque chose à Non, mais ajouter. bon, je pense que c'est même les objectifs de toute personne qui souhaite se mettre en forme. On est vraiment dans la vraie problématique. C'est comment, quand on perd du poids, perdre de la graisse et conserver sa masse musculaire. Et ça, c'est très important pour tous les sports en général, mais plus particulièrement pour la boxe, puisqu'il faut être explosif, il faut tenir les rounds. Il y a une dimension quand même d'endurance. Nous, ce qu'on veut, donc quand on fait on va l'appeler sèche, même si j'aime pas trop le terme, mais bon, Mm. cette perte de graisse, c'est justement de perdre le moins possible de muscle, parce qu'on le verra après, on ne peut pas ne pas perdre du muscle, on ne peut pas choisir, même si on fait la nutrition optimum et, euh, et donc la planification optimale, on ne pourra pas cibler que la graisse. Il y aura forcément euh, d'autres éléments du corps qui vont partir avec. Mais donc, on va le voir juste après. Ouais, donc c'est pour ça que je tenais à dire qu'on s'adresse à des sportifs et que si on n'est pas sportif, on n'aura pas les mêmes besoins caloriques et les mêmes pertes caloriques dues à la pratique sportive. Et surtout, Exactement.
euh, notre réglementation de poids en boxe pied-point, c'est que nous, en boxe pied-point, il n'y a pas de cutting, comme ils font en MMA. C'est pour ça que j'ai spécifié perte de graisse, parce que nous, on ne fait pas une perte d'eau. Alors, ça peut se faire très ponctuellement pour perdre 100 grammes, mais nous, en vrai, on fait pas de perte d'eau. Il faut que tu sois au poids le matin du match, enfin en dessous du poids le matin du match, pour être au poids à 10 heures, souvent le jour de la pesée, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu les mêmes problématiques que les autres catégories de sport. Enfin, les sports avec des catégories de poids comme l'haltéro, comme tout ça, où eux aussi doivent perdre du gras et maintenir de la masse musculaire le plus possible, puisque eux, ils ont même un effort qui dure sur une répétition. Donc, en fait, ils peuvent pas parce qu'encore sur un combat de boxe, tu as plusieurs rounds, etc. Là, ils ont une seule rep, donc il faut qu'il soit le plus lean possible, c'est-à-dire avec le moins euh, de masse corporelle, en fait, qui servirait comme un poids mort, quoi. Donc voilà, donc l'objectif, c'est de perdre de la graisse, conserver la masse musculaire et rentrer dans sa catégorie de poids. Et après, on viendra, et je pense qu'on en parlera après, mais de quelle catégorie choisir, puisqu'on s'aperçoit que certaines personnes se fixent pour objectif d'atteindre une catégorie de poids qui est inférieur, voire même deux en dessous de son poids. Et finalement, c'était peut-être pas la meilleure approche, puisque des fois, d'être sur une catégorie au-dessus, bah, finalement, enfin au-dessus par rapport aux deux, moins 2 plus un on va dire, bah, ça sera finalement enfin, moins bénéfique que d'être sur trop de catégories en dessous, trop de poids en dessous, puisque du Mhm. coup, il y aura une perte d'énergie, il y aura une perte musculaire, parce qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas que la graisse qui va partir. Et finalement, bah, en fait, les avantages qu'on a à être dans une catégorie de poids qui est largement en dessous, en espérant combattre contre des personnes qui du coup seront plus à notre portée, bah, finalement en fait ça va nous desservir puisqu'on sera plus fatigué, moins réactif, moins rapide, moins explosif et du coup dû à un manque de masse musculaire, quoi. Ouais, ça c'est vrai que c'est des choses qu'on rencontre souvent. On essaye d'être le plus léger possible, bah, parce que plus c'est léger et moins les patates elles sont lourdes en fait. C'est assez simple. Bon, par contre, en contrepartie, c'est beaucoup plus réactif et beaucoup plus rapide. C'est Mais ça. bon, ouais, ouais. Ouais, de toute façon, c'est un équilibre à trouver. C'est ça, donc c'est vrai que c'est bien aussi de dire aux gens que bah, en fait il faut pas qu'ils parce qu'on s'aperçoit que dans les sports comme ça où il y a des catégories, eh ben, certains sportifs se rentrent dans une espèce de psychose à vouloir vraiment rentrer dans des catégories bien inférieures en se disant allez si je descends de deux voire trois catégories je vais encore plus ben voilà, je vais encore plus performer. Et finalement, ben en fait, on se retrouve avec des sportifs qui ont une mentalité quasi anorexique. Ouais, ouais. Donc, il faut faire attention. Et ça, j'ai beaucoup aussi chez les coureurs, notamment les marathoniens, puisqu'ils se disent 1 kilo, c'est 10 minutes de gagner. Donc finalement, ils se mettent à vouloir être le plus mince possible et jusqu'à un certain moment où ben, on voit que les gars ou les nanas sont, et c'est autant chez les femmes que les hommes, hein, contrairement à ce qu'on pense, où avant c'était beaucoup plus chez les femmes, là chez les sportifs c'est les deux, hein. Ils ont tout le Et temps puis ça en ça tête. doit être le même problème pour les grimpeurs, je suppose aussi, Les dont j'ai fait grimpeurs aussi. partie pendant un moment, parce qu'un kilo à porter sur la paroi, c'est énorme. Ouais, Bah exactement. écoutez, Alors, en tout cas, si le sujet il vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot en commentaire, et s'il y a des commentaires sur ce sujet, on développera une vidéo peut-être ça pourrait exprès faire l'objet, autour ouais. de l'espèce d'anorexie sportive, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Tout à fait. Ok. Bon, bah écoute, on passe tout de suite dans le vif du sujet. C'est Alors, parti. j'ai fait ça assez simplement. Voilà, j'ai commencé avec les questions que tout le monde se pose. Donc, je te pose des questions finalement basiques parce qu'on entend des informations finalement depuis l'ère d'Internet. On a tout et rien. C'est compliqué de savoir qu'est-ce qui est vrai tellement il y a d'informations. Donc, Exactement. donc, vu que je t'ai sous la main, première question, c'est quoi le principe de la perte de poids pour la compétition? Je rappelle quand même le Alors, sujet. bien sûr, alors le principe pour la perte de poids pour la compétition et pour la perte de poids, je vais dire même en général, il n'y en a qu'un de toute façon, malgré ce qu'on entend, les régimes keto, les régimes paléo, les régimes vegan, végétariens, machin, tous ces régimes-là euh, peuvent être au service de son objectif. Mais en fait, ces régimes-là ne sont que des méthodes, des protocoles, des principes, il n'y en a qu'un. C'est le déficit calorique ou l'excédent calorique. Donc, je veux perdre du poids, je me mets en déficit calorique. Donc, c'est quoi un déficit calorique? C'est je brûle dans une journée, admettons, 2000 calories et
je consomme 2000 calories. Là, je suis en maintenance, c'est-à-dire que je brûle autant de calories que j'en consomme, donc mon poids, il ne va pas bouger, il va être stable. Si je suis en déficit de calories, bah, je brûle plus de calories que ce que j'en consomme. Donc, je vais me dépenser, mon métabolisme de corps, mon métabolisme de base va dépenser des calories. Je vais faire une activité physique qui va aussi me faire brûler des calories. Bon, toutes ces choses-là vont me faire brûler un certain nombre de calories. Et en contrepartie, ce que je consomme, bah, c'est la nourriture que je consomme au fil de la journée. Et donc le déficit, alors on parle de déficit journalier, mais moi j'aime plutôt parler sur une semaine, 2 semaines, parce qu'en fait le corps, il réagit, c'est comme une courbe, hein. C'est pas un oscillateur, je mange 2500 calories ou j'ai pris 2 kilos aujourd'hui, et puis demain je vais perdre 2 kilos si je mange 1500 calories, quoi. Voilà, c'est une moyenne sur la semaine, donc c'est pour ça que on dit toujours que d'être constant est beaucoup plus important que de fracasser sur une journée, quoi. Ou inversement, avec les cheat days, etc. Ça peut être encore un moyen, hein. Je dis pas que ça ne fonctionne pas, mais il faut plutôt penser à une moyenne sur une semaine, 2 semaines. Voilà, c'est là où on voit que le corps va bouger. Le corps ne bouge pas instantanément sur une journée. Ok, Mais c'est plus facile de les calculer au quotidien. Donc voilà, donc le principe, déficit calorique, je consomme moins de calories que ce que j'en brûle. voilà, et Et du on coup, verra combien et voilà. ok, Après. ok, d'accord. Du coup, si je comprends bien, je fais un régime, donc je vais devoir me priver? Alors oui et non, puisqu'en fait, on s'aperçoit que les calories veulent tout et rien dire en fait, parce que du coup, on ne peut pas se fixer qu'aux calories. Il faut qu'en fait parler de nutriments, donc surtout les macronutriments, du coup les glucides, les protéines pardon, glucides, protéines et lipides, mais on le verra après. Et en fait, certains aliments vont être beaucoup plus volumineux pour le même nombre de calories que d'autres. Donc, si je prends un exemple, je prends un McDo qui va faire presque 1800 calories, hein, si je prends un menu best-of bon, je ne vais pas citer, mais on est quasiment au nombre de calories d'une journée, alors qu'après un McDo, on a faim. Alors que si je prends des haricots verts, bah, pour arriver à 1800 calories de haricots verts, il faudrait 7 à 8 kilos. Donc, on va dire une tablée. Donc, le temps qu'on ait fini ça, je pense qu'on a le bide explosé. Donc, c'est pour ça que les calories veulent tout et rien dire. On peut arriver à réduire ces calories sans se priver. Donc, pour répondre à la question, oui, on peut arriver donc, à réduire ses calories sans se priver. Donc en fait, je vais pas me priver, je vais changer mes habitudes alimentaires. Exactement. Et c'est pour ça que on peut en profiter aussi pour lors de cette perte de poids et surtout perte de graisse pour justement caler peut-être des habitudes alimentaires plus saines et pour du coup faire un rééquilibrage et en profiter pour se dire bah tiens il y a des choses que je peux cleaner dans ma diète, quoi. Et donc après on peut aussi trouver des alternatives qui nous plaisent et qui nous satisfont comme ça on n'a pas besoin de se sentir privé. Puisque par exemple, quelqu'un qui va manger quelque chose de sucré, on va dire, bah, est-ce que tu peux au début peut-être couper en deux ta sucrerie et puis manger moitié de cette sucrerie-là et l'autre moitié quelque chose de sain. Comme ça, les deux associés, ben, après, on s'habitue et puis finalement, l'alternative saine, comme par exemple un fromage blanc 0% avec un peu d'avoine et un peu de fruits, et ben, au bout d'un moment, la personne va s'habituer, va se dire, bah, tiens, on va trouver de la saveur et puis bah, maintenant, ça sera ça ma friandise alors que c'est une alternative saine. Et donc une fois qu'on y est habitué, et ben finalement, on n'a plus l'impression de se priver, ça devient notre hygiène de vie. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, donc vraiment de nouvelles habitudes à créer, quoi, finalement. Autant alimentaire que. Enfin, que. Exactement. Ok. Donc on peut se servir justement de cette période de perte de poids après compétition pour justement commencer à utiliser certaines habitudes et incorporer certaines habitudes. Ok, d'accord. Question suivante. Combien de repas et quand manger? Parce que des fois on entend il faut faire 8 ou je sais pas combien de repas par jour. Alors quand je dis repas, je compte les collations comme des repas, hein. Bien Je, sûr. je simplifie. Mais du coup, combien et quand quoi? Faut vite que dès que je me Alors, lève, je cours manger des œufs avant que je sais pas quoi. Enfin, on entend des trucs des fois. c'est une super question et ça c'est une question qui pourrait nécessiter, je pense, plusieurs épisodes, mais je vais m'en tenir à une réponse quand même assez courte et assez concise parce qu'il y a énormément de paramètres sur cette question-là. Bah, juste Euh, avant que tu commences, pareil, si Pierre il en dit pas assez et que le sujet vous intéresse, notez-le en commentaire.
parce que ça aide à référencer la vidéo, donc moi ça m'aide à promouvoir mon contenu, et en plus nous ça nous donne un retour sur ce qui vous plaît, et donc comme ça on peut parler des sujets plus précisément. Voilà. Et ce qui Excuse-moi. vous intéresse en plus, oui, oui, Ouais. non, mais t'as bien fait de le placer parce que c'est vrai que si ça vous intéresse, voilà, c'est l'opportunité qu'on fasse un épisode spécial. Mais donc, pour répondre le plus simplement à cette question-là, en fait, il y a plusieurs méthodologies, mais voilà, pour faire très court, entre 3 et 5 repas, ça sera, on va dire, l'idéal. Et repas, encore une fois, comme tu l'as dit, ça comptera les collations. On dit collation et pas grignotage. La différence, c'est quoi? C'est qu'une collation, c'est prévu, c'est quantifié et c'est mesuré. Donc on sait à quelle heure je vais avoir ma collation, qu'est-ce que je vais y mettre dedans, et je vais contrôler ce que je vais mettre dedans. Alors que le grignotage, pour faire la différence pour ceux qui se disent mais c'est la même chose, non, le grignotage c'est j'ai faim tout de suite, entre guillemets, je ne contrôle pas, je vais voir dans le placard, je tombe sur une boîte de gâteaux et puis terminé. Oui, ou des chips Donc, ou n'importe ou des quoi. chips, ou le petit truc que j'ai au bureau, voilà, que je mange vraiment sans, voilà, machinalement, sans me rendre compte. Voilà, ça c'est du grignotage. Et donc le grignotage, pareil, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo, l'épisode 27, peut-être. Et, mais voilà, donc pareil, il y aura un problème avec donc la production de l'insuline qui va faire que bah, du coup on va prendre du poids, qu'on va devenir résistant à l'insuline, donc problème de diabète peut-être plus tard, etc. Donc pareil, on y viendra sur nous deux. Donc 3 à 5 repas par jour. Pourquoi 3 à 5? Parce que, alors, en deçà, et je mets à l'écart le jeûne intermittent, encore une fois qu'on pourra aborder sur une autre vidéo, mais 3 à 5, pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre au système digestif de pouvoir se reposer entre les repas. C'est-à-dire que les 7-8 repas par jour, ça c'est surtout chez les culturistes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre du volume, la masse musculaire très très vite. Donc pour être en excédent calorique, en fort excédent calorique, et pour avoir d'assimiler énormément de protéines, et ben en fait, ils vont enchaîner les repas dans la journée. Le problème, c'est que en fait, pendant 8 fois par jour, et ben, en fait, on a notre pancréas qui va travailler, notre système digestif qui va travailler, nos insulines, l'insuline qui est une des hormones qui va être à chaque fois sécrétée, et donc le métabolisme qui va à chaque fois être, on va lui tirer sur la couenne. Donc le problème, c'est que on voit beaucoup de culturistes qui sont diabétiques plus tard parce qu'à force de sécréter de l'insuline, etc., soit il y a des personnes qui n'en sécrètent plus. En fonction, en fait, c'est diabète de type 1 ou de type 2. Pour savoir si c'est type 1, type 2, il y en a un, il sécrète plus d'insuline, l'autre, il sécrète de l'insuline, mais il y est résistant. Donc là, c'est la merde. Parce que du coup, l'insuline, comme on l'avait dit dans un autre épisode, mais du coup, qu'on développe après, donc Dans le fameux vous verrez si vous épisode voulez. payant que vous pouvez retrouver sur mon Patreon, l'adresse sera mise au montage en dessous de moi là. Et vas-y, pardon, je te Ouais. laisse continuer. Non, non, mais justement, tu as bien fait donc dans cet épisode-là, on voit que l'insuline, quand elle monte, elle permet de refaire diminuer les glucides qu'on a dans le sang. Parce que quand on mange quelque chose de sucré, ou quelque chose en général, notre glycémie augmente, donc le taux de sucre qu'on a dans le sang augmente, et donc l'insuline est là pour stabiliser les glucides dans le sang, pour pas qu'on soit en hyperglycémie. Sauf que le problème, c'est qu'à chaque fois, on produit de l'insuline, on produit, et puis au bout d'un moment, on est résistant à l'insuline. Donc, l'insuline ne fait plus son job de maintenir la glycémie du sang. Donc, on se retrouve en hyperglycémie, puisque sa patate, ça envoie du lourd, et puis le corps, il dit, non, moi, ça me fait plus rien. Et là, là on a un problème, c'est très, très grave. Donc, pour éviter ça, et c'est pour ça que les partisans du jeûne intermittent voient aussi un avantage dans ça, du fait qu'ils jeûnent pendant 16 heures. C'est le 8-16, hein, c'est un des jeûnes qui est utilisé, hein, qui est commun. C'est que pendant 16 heures, du coup, le système digestif, il est laissé au repos. Donc c'est pour ça que là, dans les recommandations, en général, c'est entre 3 et 5. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet d'exposer son corps à une source de protéines régulièrement dans la journée. Et à la fois, ça permet de ne pas rentrer dans les 8 repas par jour où le système digestif est tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en marche. Et donc, en gros, c'est voilà, minimum 3-4 heures comment dire, de pause entre chaque repas. Quoi. Voilà, de jeûne entre chaque repas, c'est bien. Et du coup, le jeûne intermittent, ça pourrait être. On va peut-être pas développer le sujet, mais juste peut-être pour leur donner l'eau à la bouche. On en a parlé hors tournage. Pour les boxeurs, ça peut être une alternative sympa. Et oui, c'est ça, c'est que du coup, le jeûne intermittent peut vraiment servir aux boxeurs et surtout dans le cas qu'on aborde dans la vidéo que tu as présentée.
pour voilà, quand j'ai une compétition, toutes les fois où j'ai fait du jeûne intermittent, ça me servira le jour de la compétition, puisque du coup, je serai beaucoup plus résistant au fait d'être exposé au jeûne. Et même, ça me fait du bien parce que voilà, il y a plein d'avantages du jeûne intermittent, comme par exemple, on a moins de fringales, on a une glycémie qui est beaucoup plus stable, donc moins d'hypoglycémie, on a une sensibilité à l'insuline qui est beaucoup plus importante, donc c'est pour ça que aussi ça peut prévenir des arrivées du diabète, puisque du coup, si je suis résistant à l'insuline, l'insuline fait plus son job. Donc si je suis plus sensible à l'insuline, en fait, l'insuline fait mieux son job avec moins. Donc je suis beaucoup plus efficient, j'ai pas besoin de sécréter autant d'insuline puisque elle fait son job. Voilà. Donc tous ces avantages-là, pour le boxeur, et surtout en période de compétition où on va pas pouvoir manger comme on veut, aux heures qu'on veut, etc., pas de problème, je jeûne. Bon, je suis habitué à jeûner, je peux patienter, etc. Et puis je peux manger quand je peux manger. Donc voilà, ça peut être un outil en compétition qui est très intéressant. Ok, si vous voulez des protocoles sur le jeûne intermittent, vous savez ce qu'il vous reste à faire, un petit commentaire et puis on développera le sujet. Alors, question suivante. Du coup, est-ce qu'il y a des aliments qui sont complètement interdits? Alors complètement non, mais il faudra être mesuré et il faudra compenser, puisqu'on a dit que là, l'objectif pour cette vidéo et pour ce boxeur, c'est perdre du gras. Donc forcément, on sait que tout ce qui a tendance à faire prendre du gras, numéro un, c'est être en excédent calorique. Numéro 2, c'est que même si je ne suis pas en excédent calorique, et que je suis voilà, en déficit calorique, c'est de manger des choses qui sont très grasses. Parce que il semblerait que, voilà, selon ce qu'on voit dans les études, etc., les aliments gras ont tendance à venir se stocker plus rapidement dans les cellules graisseuses, dans les cellules adipeuses, que les glucides, par exemple, ou que les protéines, évidemment. Pourquoi? Parce que les glucides, quand on en ingère, tout simplement, on peut en stocker dans les muscles et dans la réserve hépatique, c'est-à-dire dans le foie. Donc forcément, ça fait une étape intermédiaire parce que l'excédent des glucides va aller donc dans les graisses. Mais du coup, vu qu'on peut en utiliser et en absorber pour notre consommation énergétique, hein, je cours, je fais de la boxe, etc., je fais mon entraînement, je fais ma compétition, je suis en train d'utiliser des glucides, puisque c'est ma source énergétique principale, la première. D'accord, il y en a d'autres, évidemment, qui viennent plus tard, et ça aussi, ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que c'est trop long, mais euh, les glucides vont pouvoir être utilisés directement. Donc c'est pour ça que ça fait une étape et ça ne va pas aller directement dans les graisses. Alors que les aliments gras, eux, vont plutôt avoir tendance à se stocker facilement dans les graisses. Donc quand on a dit ça, voilà, on voit que les aliments gras, on évite. Les glucides, attention, les glucides le moins transformés possible, puisque tous les aliments transformés vont venir monter l'insuline. Et donc, lorsqu'on a beaucoup d'insuline, souvent, on va venir stocker dans les graisses, puisque du coup, ça veut dire qu'on a trop de glucides. Et comme on a dit, nous, ce qu'on veut, c'est juste assez de glucides pour pouvoir en stocker dans les muscles et dans le foie. Et aussi pour en avoir lorsqu'on fait une activité physique. Maintenant, tout l'excédent, ça va venir en graisse. Donc, si je prends des glucides rapides, des sucres rapides, et forcément, ça va monter mon insuline parce que je vais avoir trop de sucre dans le sang. Et donc, l'insuline va se débarrasser de l'excédent en les mettant dans le gras. C'est genre, j'ai tous ces glucides, j'en ai trop, l'excédent, je mets dans le gras. Donc, c'est pour ça que les aliments interdits, il n'y en a pas. Par contre, on va éviter les aliments transformés, qu'ils soient gras ou sucrés, puisque du coup, ça va monter l'insuline. Et tout ce qui est gras, ça va stocker dans les graisses. Et on va privilégier donc les aliments beaucoup plus, donc les aliments non transformés. Donc si on parle de glucides, les transformés c'est les sucres rapides, donc les Mars, les Snickers, c'est les viennoiseries, les pâtisseries, toutes les sucreries en gros. Ou par exemple, voilà, les pâtes au blé blanc, c'est quand même voilà, c'est transformé, hein, c'est de la farine, donc le blé il a été pulvérisé. Par contre, si on prend l'opposé, donc dans les aliments non transformés, là on va plutôt parler donc du blé, parce que le blé il est entier, hein, donc voilà. Les flocons d'avoine, au lieu de l'avoine instantanée qui est complètement concassée et qui vient être digérée plus rapidement. Donc flocons d'avoine entier. Ensuite, tout ce qui est pommes de terre ou patates douces, voilà, tous les aliments le moins transformés possible. Et au moins, ça permet de venir plus lentement être ingéré, être digéré et venir dans le sang au compte-gouttes et donc forcément éviter les pics d'insuline. Donc voilà. Ok, vu que tu me fais une transition, on passe à la diapo suivante qui est maintenant on parle de nutrition. Donc tu as déjà commencé à me faire le préambule.
J'ai presque rien à présenter, ça file tout seul. Euh, Nickel. mais avant de parler nourriture, je me demandais quel rôle a l'hydratation. Ouais, c'est super que ce soit mis là parce que voilà, on peut pas parler nutrition sans parler d'hydratation. Et l'hydratation a un rôle primordial, si on peut le qualifier comme ça, puisque c'est aussi important, et voire même plus, puisque si on ne s'hydrate pas, bah voilà, hein, on peut pas vivre, hein, tout comme si on respire pas. Et on peut vivre beaucoup plus longtemps sans manger qu'on ne peut vivre sans s'hydrater. Alors il y avait une anecdote d'un Américain qui disait que c'était la règle des 1, je crois, on peut rester, alors sauf pour les apnéistes, mais 1 minute sans respirer, enfin si on n'avait plus d'air, en gros, 1 minute sans respirer, un mois, je crois, non, une semaine sans boire et un mois sans manger, je crois. C'était à la vitesse à laquelle on décède, donc bref. Mais c'est pour dire à quel point bah, l'hydratation passe en numéro 2 juste après la respiration, quoi. Donc Ouais. donc c'est à quel point c'est important, et même au niveau, là pour le coup pas santé, mais au niveau sport, c'est très important de s'hydrater et de savoir comment s'hydrater, puisque souvent on doit s'hydrater 1,5 litre ou 2 litres par jour, mais on ne dit pas comment s'hydrater. Et comment s'hydrater, c'est la fréquence à laquelle je bois. Est-ce que je vais boire, quand j'ai soif, je vais m'enquiller un verre comme ça de 1 litre, ou est-ce que je vais peut-être boire progressivement dans la journée? Et en fait, pourquoi on se pose cette question-là, c'est que on absorbe à peu près de l'ordre de 1 centilitre par minute. Donc si forcément je bois un verre comme ça, j'ai toute l'eau qui arrive, le corps il dit où je ne sais pas quoi faire de toute cette eau, donc tout l'excédent ça part dans les urines et il va en absorber qu'un tiers ou la moitié ou peu importe. Mais il n'aura pas le temps de tout absorber. Donc pour pas avoir ce surplus, ça part dans les urines et du coup c'est pas utilisé par le corps. Donc la personne qui boit son litre d'un coup, ben, en fait, elle va pas vraiment se réhydrater puisqu'elle en aura gaspillé toute la journée. Donc, si à la fin, elle a bu 2 litres parce que 2 fois 1 litre, et ben, en fait, sur ces 2 litres, elle en aura absorbé que un quart, la moitié, ou je ne sais pas, mais pas tout. Alors que la personne qui va boire 1 ou 2 gorgées toutes les 15-20 minutes, et ben, elle va rester hydratée tout au long de la journée. Et du coup, elle aura absorbé, elle aura utilisé toute l'eau qu'elle aura consommée. Voilà. Et donc pour le rôle dans le sport, de rester hydraté, eh ben, il y a énormément d'impacts négatifs quand on est déshydraté. Et déshydraté, ça ne veut pas dire ah, j'ai pas bu pendant 3 jours, hein. On peut vite être déshydraté sans le savoir. Ça sera bon, les symptômes qui vont arriver, qu'on va ressentir, c'est des migraines, des fatigues, ressenti de fatigue. Par exemple, ça peut être à cause de l'absence de minéraux, puisque si on est déshydraté, il nous manque des minéraux. Donc il y aura aussi un problème de montée en température, c'est-à-dire que le corps, quand on va faire de la boxe, surtout c'est un sport où le corps va vite monter en température, où on va avoir énormément de transpiration, et donc on aura besoin de cette capacité au corps de redescendre la température, pour justement ne pas trop monter, et justement pour ne pas prendre un KO, tout simplement, Mm. ou pas trop rapidement. Ouais. Et surtout aussi pour pouvoir récupérer, parce que du coup je viens m'asseoir voilà, sur le temps mort entre les rounds, et En ben, amateur, on s'assoit même pas, on reste debout dans le on coin. s'assoit même pas, on reste debout, bah, encore plus important du coup de pouvoir récupérer. Et donc si on n'est pas assez hydraté, on va mal récupérer puisque notre corps va rester haut en température. Et la récupération, elle passe par le fait de redescendre en température. Donc ça sera un autre problème. Après, il y aura évidemment la sueur, sans parler de la montée en température, il y aura la sueur, puisque du coup, si on est déshydraté, on a moins d'eau, donc on pourra moins suer. Et le problème, c'est que la sueur nous permet de ventiler, puisque ça permet de mouiller la peau. Et donc, on a tous connu, hein, quand on prend sa douche ou qu'on sort de la piscine, on a la peau mouillée, on n'a plus froid. Et ben, la sueur, ça sert à ça, ça sert à mouiller la peau pour qu'on puisse justement ventiler et du coup redescendre en température. Donc, si je suis déshydraté, j'ai pas tous ces facteurs-là. Et en plus de ça, j'ai la fatigue, j'ai les maux de tête. Enfin, peut-être pas les maux de tête, mais en tout cas la fatigue, parce que les maux de tête, ça dépend des gens. Il y en a qui sont déshydratés, ils n'ont jamais de maux de tête, mais ça peut venir. Donc c'est très important de s'hydrater pour justement optimiser ses performances. Et même si en fait on a fait une super hygiène de vie, une super diète pendant notre préparation, si on est déshydraté, ça met tout en l'air, ça fout tout en l'air en fait. Oui, parce que j'en parle vite fait, mais il va y avoir un podcast avec Nin, où on va parler du livre KO, le dossier qui dérange, et on parle notamment de la faiblesse du cerveau, surtout au KO, quand on est déshydraté. Parce que du coup, Super. ça assèche le cerveau. Enfin, je veux pas m'étendre trop sur le sujet, mais du coup, on est Mm. vraiment plus fragile. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on abordera aussi les protocoles de récupération conseillés par un neurochirurgien, donc par un spécialiste du cerveau. Bon, Génial. je ne m'étends pas plus sur le sujet, mais ça va arriver bientôt. Et Euh, c'est super parce que du coup c'est relié. ouais, tout à fait. Donc
Est-ce que la bière ça hydrate? Parce que j'ai mis une petite bière là en icône. Alors, oui et non. Ouais. C'est-à-dire que ça met du fluide dans le corps, mais le problème c'est qu'en vrai ça va déshydrater à cause de l'alcool qui est une molécule qui va déshydrater. Donc voilà, surtout éviter l'alcool le plus possible quand on souhaite s'hydrater, et donc quand on est en période de compétition, puisque voilà, une bière juste avant enfin la veille du match, bah, en fait, c'est pour ça qu'on a la gueule de bois d'ailleurs, c'est parce Non, qu'on est déshydraté. la plupart du temps, la bière c'est après le match. Tant mieux. En récup, on a besoin de céréales un peu. Ok. Alors, ben écoute, là on commence à rentrer dans le vif du sujet. Donc j'ai un mois et demi pour me préparer à ma compétition. J'ai, allé, on va dire 3 kilos, 4 kilos maximum à perdre. Donc ça me fait 3 kilos plus 1 kilo de marge, tu vois, parce que si t'arrives pile poil au poids le matin, c'est chaud. Donc tu prends Bien sûr. toujours un peu plus de marge. Donc, bah voilà, on entend parler de glucides, de fibres, de protéines, enfin, on entend parler de plein de choses, mais concrètement, je mets quoi dans ma poêle? Je mange quoi? Riz poulet, Alors, c'est une des œufs super crus, question. Exactement. Déjà, on est sur la bonne voie, c'est que il manquera juste les légumes, mais on est sur la bonne voie. Alors, nous, ce qu'on recommande dans la partie nutrition, c'est d'avoir, quand on prend une assiette pour avoir les quantités visuellement, pour savoir ce que ça va représenter, c'est qu'on coupe l'assiette en deux. La moitié sera les légumes, un quart sera les protéines et un quart sera les lipides. Donc, les lipides, c'est tout ce qui est graisse. Sauf que pardon, un quart sera glucides, un quart protéines et un quart glucides. Voilà. Pour, ok, et l'autre moitié légumes. Sauf que les lipides, pardon, seront inclus dans tout ça. Puisque du oui. coup, si je mange quelque chose de protéiné ou si je mange des glucides, il peut y avoir des lipides dedans. Les lipides, c'est les graisses. Donc par exemple, je mange un morceau de poisson, bah, il y aura la protéine et il y aura donc les lipides, les graisses. Donc pour le coup, dans le poisson, ce sera des bonnes graisses. Mm, mm. Mais du coup, vu que les aliments jouent sur plusieurs tableaux, alors si c'est un repas où il y aura très très peu de graisse, eh ben, on peut se rajouter voilà, un demi-avocat pour avoir des graisses, encore une fois, des bonnes graisses. Un filet Euh, d'huile d'olive? un filet d'huile d'olive à froid, on en parle aussi, mais pourquoi à froid, pourquoi à chaud, on en parle dans l'autre vidéo, mais c'est important donc, de l'huile d'olive à froid ou des huiles végétales, hein, d'autres types d'huile, donc pépins de raisin, huile de noix, il y a énormément d'huiles intéressantes, mais il faut qu'elles soient vraiment à froid et pressées à froid. Euh, Pareil, donc tout ce qui est lipides, on évite d'en manger une trop grosse quantité, il en faut juste assez pour, bah voilà, au niveau des cellules du corps, c'est important d'avoir des lipides. C'est en plus de ça, ça permet aussi aux protéines de faire leur job. Là, il y a une étude récemment qui est sortie qui montrait bien que les protéines qui sont anabolisantes, c'est-à-dire qui permettent aux muscles de se développer, et ben en fait, font mieux leur job quand le corps est exposé aussi à des lipides en même temps que les protéines. Donc c'est important d'avoir quand même un petit peu de lipides et pas voilà, de complètement se couper des lipides, sachant qu'en plus de ça, si on coupe complètement les lipides, et ben encore une fois, au niveau du cerveau, on aura des problèmes d'irritabilité, Ah, voilà, des brain fog, des personnes qui ont du mal à se concentrer, des états de fatigue très importants, des troubles de l'humeur. Donc voilà, tous ces symptômes qui sont vraiment connus, surtout chez les culturistes, puisque eux, ils sont voilà, accoutumés du fait, hein, de se couper ouais. complètement et voilà, comme tu disais, riz et escalope de poulet blanche, voilà, sans rien, et ben, ils se retrouvent bah, même à arriver jusqu'à la dépression, hein. Hmm. On voit des cas de dépression où ouais, ouais, il y a énormément de sportifs qui sont en pleine dépression parce que à cause d'un manque d'un aliment, donc c'est fou. Donc c'est pour ça, pas besoin d'en manger trop, ça suffit, mais il en faut quand même un petit peu. Même si on est en période voilà, de perte de graisse, on peut très bien, comme on a dit, avec le déficit calorique, perdre des graisses. Maintenant, les ratios, comme on a dit, donc la moitié légumes, un quart protéines et un quart glucides. Dans les glucides, on a dit des aliments non transformés, donc Hmm. quinoa, riz noir, riz brun, riz de Camargue, riz rouge, enfin il y en a plein. Euh, donc des patates douces, voilà, tout ce qui est non transformé. Du éboulis, je crois que je l'avais dit. Ouais. Voilà, on essaie d'aller chercher des céréales qui sont le moins transformées possible. Si on mange des pâtes, vu que c'est de la farine, bon, c'est un peu plus transformé, mais on va peut-être aller chercher des pâtes au blé complet au lieu des pâtes au blé blanc.
Pour la partie légumes, alors là il faut varier, hein. On varie les couleurs, on varie les cuissons parce que voilà, il y a certains légumes qui, quand on les cuit, ça c'est pas bon pour les vitamines, ça tue un peu les vitamines, donc on les mange un coup cuit, mais ils sont bien aussi crus, enfin un coup cru et ils sont bien aussi cuits. Tout simplement parce que les minéraux, eux, résistent mieux peut-être à la température. Donc, par exemple, voilà, des poivrons, un coup, je vais les manger en piperade cuite à la poêle, et puis un coup, je les mange en salade grecque, pardon, cuite, enfin pas cuite du tout, que manger cru, quoi. Donc, c'est bien de varier vraiment les couleurs euh, et les cuissons, d'accord? Parce que dans les couleurs, selon les couleurs, on va rentrer sur les micronutriments. Donc là, on sort des glucides, lipides, protéines, on est sur les micros, ceux qui ne génèrent pas de calories. Et donc, les vitamines et les minéraux, c'est très important d'en avoir. Et on les a en consommant les macronutriments que sont les glucides, protéines, lipides. Mais si on varie les couleurs, on va chercher du coup différents profils de vitamines et de minéraux. Donc voilà, tout ce qui est légumes vert foncé, ça sera plus les minéraux. Tout ce qui est légumes qui ont des couleurs, qui ont du PEP, ça sera plus les vitamines. Donc voilà, donc toute la partie, la moitié, on va dire, de l'assiette légumes, ça sera voilà, un coup cru, un coup cuit, un coup on peut faire des mélanges, voilà, on varie les couleurs, les cuissons. Pour la partie protéines, donc là, ça sera donc des poissons, des viandes. Pour les végétariens ou les véganes, ça sera plutôt légumineuses. Donc par exemple lentilles, quinoa, lentilles, enfin le quinoa aussi, mais c'est plus sur les céréales. Mais donc lentilles, haricots rouges, haricots noirs, fèves, pois cassés, pois chiches, voilà tout ce qui est légumes secs, d'accord. Donc légumineuses qui sont très riches en protéines et surtout qui peuvent avoir une protéine complète, aussi complète que donc la viande, parce que là, on parle de protéines complètes sur le profil des acides aminés. Donc, il y a tout un nombre d'acides aminés, il existe un nombre d'acides aminés et il y en a qui sont qualifiés de essentiels. Pourquoi ils sont essentiels? C'est que le corps ne peut pas les synthétiser sans l'alimentation. Donc, il y en a un peu moins d'une dizaine. Et donc, la viande et le poisson et les œufs, etc., tout ce qui est du monde animal, est connu pour avoir tous les acides aminés en quantité suffisante, pour avoir une protéine donc complète. Mais guillemets, hein, parce qu'on l'appelle comme ça, parce qu'en réalité, il y a d'autres paramètres. Mais... Ouais. Sauf que du coup, pour avoir la même protéine complète avec tous les profils, eh ben, on va mélanger la légumineuse avec la céréale. Donc c'est pour ça qu'on retrouve des mélanges connus, hein, comme rice and beans, c'est riz avec haricots rouges ou haricots noirs, riz lentilles chez les Réunionnais, voilà, maïs avec beans, enfin voilà, chez les Incas et tout ça. Donc on retrouve plein de cultures où ils ont déjà ces assemblages de protéines complètes avec une légumineuse et une céréale. Donc ça, c'est pour la partie protéines. Maintenant, pour la partie glucides, on en a parlé, hein, donc on a dit moins transformé possible. Et puis, voilà, après, on peut varier, ça c'est le mieux. Et donc du coup, carrément la moitié de mon assiette, je peux me faire plaisir en légumes. Donc, Exactement. donc Et ça, même les légumes je peux me ont faire tellement péter peu le de bide calories. aux légumes, quoi, si j'ai bien compris. Exactement, parce que les légumes ont tellement moins de calories qu'il y aura beaucoup moins d'impact si je me resserre de légumes que si je me resserre de quelque chose de gras. Parce que voilà, si je me resserre, comme on a dit tout à l'heure, 7 kilos de haricots verts, Mm. c'est l'équivalent d'un McDo. Donc forcément, je peux me resservir de haricots verts autant, le temps d'arriver à ne serait-ce que 500 calories, Ouais, on peut, ouais. on peut y aller, quoi. Alors que si je me resserre de même quelque chose de sain, hein, quelque chose de, par exemple, des amandes, tout ce qui est oléagineux, c'est-à-dire les fruits à coque, donc amandes, noisettes, etc. Dès que je me resserre des petites poignées, des petites pincées, à chaque fois, c'est des centaines de calories, hein, parce que du coup, c'est très calorique. Donc en fait, un aliment qui fait cette taille peut faire autant de calories que tout ça Mm. de haricots verts. Donc c'est Ouais, pour ça que, ouais, voilà, comme tu as dit, les légumes et surtout les légumes verts, c'est vraiment à volonté, on peut se faire péter le bide, il n'y a pas de problème, il n'y a quasiment aucune incidence de calories. ouais. Ouais, donc En calories, pardon. c'était ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce que je vais me priver? Eh bien non, parce que du coup, tu vas pouvoir manger à fond Exactement. de légumes. Bon, il Voilà, faut trouver des légumes qui te plaisent et réussir à composer et à créer de c'est nouvelles ça. habitudes, mais... Mais la nature nous offre tellement de diversité que on arrive toujours à trouver quelque chose qui nous plaît. Entre Ouais, les voilà. légumes crus, les légumes cuits, les différences de couleurs, comme on l'a dit, enfin, il y a tellement de choses qui existent qu'on arrive à se faire plaisir, surtout qu'en plus, en général, c'est pas trop cher. On arrive voilà, quand on regarde le prix des légumes, de certains légumes par rapport à une côte de bœuf, des fois, Ouais, on c'est voit vrai que que finalement, voilà, la viande et le poisson, même c'est si la assez vie cher, augmente, ouais. Mm, mm. c'est ça. Ok, d'accord.
Et ensuite, Ben, bah, ah, pour finir sur les quantités, oui, pardon, bah, c'est qu'aussi on peut jouer sur du coup les leviers, c'est-à-dire qu'en fait, en fonction de nos objectifs, si je vois que bah, mon moitié, un quart, je vois que ça fonctionne pas trop parce qu'en fonction des individus, évidemment, on a tous un métabolisme différent, hein. Il y a des métabolismes qui sont un peu plus rapides, qui brûlent un peu plus de calories, d'autres moins. Il y a aussi l'activité quotidienne parce qu'il y en a qui font des métiers manuels où toute la journée ils vont faire des allers-retours dans les champs pour aller voilà, hein, je sais pas moi, pour aller rentrer les vaches. Et puis d'autres qui vont rester au bureau. Donc forcément, même s'ils ont le même métabolisme, bah, il y en a un qui va marcher toute la journée et puis l'autre qui va rester assis. Donc pareil, encore une fois, il faut ajuster ça. Et ça, pour ajuster le levier, eh ben, si je vois que ça fonctionne pas, je réduis peut-être un petit peu les glucides parce que bah, les glucides, c'est beaucoup plus calorique que les légumes. Et puis à l'inverse, j'augmente peut-être plus les légumes. Et là, au moins, ça permet d'avoir des leviers. Mais attention, ce sont des leviers. C'est pas comme les régimes du camp et compagnie qui, eux, bah, mettent en carence et en privation. Et puis évidemment, ça fonctionne. Puis au bout de 2 semaines, on est tout carencé, et puis 5 kilos en moins, et puis en fait, on a perdu tout le muscle parce qu'on n'a pas mangé assez de protéines. oui, Donc puis voilà, donc faut faire c'était attention. tellement dur que c'est impossible à tenir ce genre de privation en plus. Exactement. Donc tu C'est craques impossible à tenir, et et tu ouais. fais l'inverse, tu reprends le double de ce que tu avais perdu. Ouais, c'est exactement ça. Tu craques et tu reprends pire qu'avant, quoi. Ah oui, Donc, d'où le fait de faire attention, de pas se priver trop et de revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, ce sont finalement des habitudes qu'il faut créer. euh, exactement. et donc si tu te prives, tu vas pas y arriver en fait. Il faut C'est ça. Parce qu'il y a donc aussi l'aspect psychologique. Parce qu'il y a des personnes qui, lorsqu'elles se sont privées longtemps et qu'elles y ont pensé tout le temps, et ben après, elles y pensent même après. Quand la période on va dire, sèche est terminée, et ben ils continuent d'y penser. Ils rentrent dans une psychose alimentaire où à chaque fois, ils sont obligés de penser tout le temps à ce qu'ils mangent. Et ça même au niveau psychologique, bah, du coup, ça a aussi un impact. Donc attention, voilà, comme tu l'as très bien dit, avoir vraiment une habitude alimentaire et à trouver des alternatives, etc. faire une progression finalement quand tu vas adapter ce que tu manges, tu vas faire une progression. Tu vas pas y aller d'un coup parce que sinon ça va pas tenir quoi. Bah, exactement. Et après, le dernier facteur le plus important, bah, c'est la protéine pour moi. C'est-à-dire que j'en ai parlé là dans la composition de l'assiette, mais si je suis en période de résistance, c'est-à-dire que je vois que dans les cours de boxe, vous faites aussi beaucoup comment dire, d'exercices physiques avec Mm. du renforcement musculaire, avec des choses comme ça. Et ben là, si je suis dans cette période-là, bah, peut-être qu'au contraire, le levier, je vais peut-être l'augmenter sur la protéine et du coup manger un peu plus de protéines par rapport habituellement bah voilà, quand je suis pas forcément en phase de prise de masse musculaire, quoi. Ouais. Mais ça sera important donc oui, de manger suffisamment de protéines et donc peut-être d'augmenter le levier protéines. Et encore une fois, c'est un levier, donc du coup, on y va progressivement, on voit comment le corps il s'habitue. Parce qu'il faut aussi connaître son corps et ça, c'est les recommandations globales, mais maintenant, d'un individu à l'autre, ça va changer. Donc c'est pour ça que ce sont des leviers à ajuster. Voilà. Et sauf que la protéine, bah, c'est vraiment la chose primordiale, surtout quand on est en perte de poids. Et attention, là, je le redis bien, c'est vraiment la chose la plus importante en perte de poids parce que qui dit perte de poids, je suis en déficit calorique, dit que le corps, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bah, ah ben moi, j'ai pas assez à manger, donc du coup, je vais perdre quoi? Je vais perdre la masse qui brûle des calories, pas la masse qui en brûle pas. Parce qu'il va se dire, bah, si je suis en période de famine, je vais garder les stockages, donc je vais garder les graisses, et je vais perdre le muscle. Donc en fait, on arrive à la compète, on a perdu 5 kilos de muscle et zéro de graisse. Donc c'est pour ça, attention, bien manger des protéines et augmenter donc sa quantité de protéines quand on est en période de sèche. Parce que comme ça va permettre au corps de lui dire, t'inquiète, regarde, tu as de la protéine, donc perds les graisses, mais évite de taper dans les muscles parce que nous, on en a besoin pour la compète. D'accord. Donc c'est pour ça que ce sera vraiment l'élément le plus important quand on est en perte de poids. Voilà. Pour pas justement, et plus on arrive dans un degré de composition corporelle où il y a plus trop de graisse, donc plus on est par exemple, je sais pas, j'arrive au seuil des 10% à peu près de masse grasse, souvent chez les sportifs de haut niveau, Ouais. 10%, puis 8%, là on est vraiment, vraiment très, très sec. Mm. Bah, plus je suis sec, et plus le corps il va vouloir bah, du coup protéger les graisses restantes. Donc c'est pour ça qu'il faudra justement avoir plus de protéines bah, pour conserver la masse musculaire et pour perdre le moins de muscle possible. Voilà. Si j'ai quelqu'un en surpoids, bah, il n'aura aucun problème, il peut manger très peu de protéines, à peine il va sécher, il y aura toutes les graisses qui vont partir parce qu'il y a un excédent de graisse, quoi. Bah, cette fin de conversation est parfaite pour la question qui arrive, les carences et les compléments alimentaires. Donc, peut-être avant de commencer, je vais juste dire un mot sur mon partenaire qui est partenaire de cette vidéo, qui est NutriPure.
le, la, la boîte de compléments alimentaires de Christophe Cario, qui est quintuple champion du monde de karaté, et qui, après s'être intéressé à la nutrition, a créé sa propre marque de nutrition. D'ailleurs, ce mois-ci, c'est le mois anniversaire, et il y a des pourcentages de réduction en plus. Et si vous utilisez mon lien qui est en description, vous avez moins 10% sur votre première commande. Et il me semble que les deux réductions se cumulent. Donc là, vous avez jusqu'à la fin du mois pour faire vos commandes en passant pour mon lien en description. Du coup, les C'est carences super. et les compléments alimentaires, qu'est-ce que t'en penses? Déjà, est-ce que, Et ben, avant de rentrer peut-être dans le sujet des carences, est-ce que t'es pour ou contre les compléments alimentaires? Parce que j'entends des fois des gens qui disent ah, les compléments alimentaires, c'est du dopage. eh oui, bien sûr, mais c'est parce que les gens, en fait, ne connaissent pas. C'est comme les gens qui disent, prendre des protéines, c'est du dopage. Bah non, les protéines, c'est un nutriment. Et les nutriments, bah, c'est comme, voilà, maintenant, c'est quelle protéine, quel complément alimentaire, quelle quantité, et puis surtout quand. Donc c'est pour ça que la réponse course, ça sera oui, je suis pour les compléments alimentaires, mais attention, quand on en a besoin et pourquoi on en a besoin, et puis voilà, quelle quantité, etc. Puisque Ouais, malheureusement, voilà, certains labos pharmaceutiques vont mettre je vais pas en citer, mais bon, voilà, vont mettre des cocktails Molotov euh, de vitamines et minéraux où vous avez 1000 microgrammes de tout ce qui existe sur la Terre dans un comprimé. Et là, bah là, vous êtes, oui, et là, puis et pareil pour les dosages, des fois j'ai l'impression que les mecs ils veulent que tu bouffes la boîte en 5 jours quoi. C'est les dosages des fois c'est impressionnant. ouais, c'est exactement ça. Donc oui, les compléments alimentaires, mais donc l'idéal, alors, c'est vraiment dans l'extrême, c'est on fait une analyse, on voit où est-ce qu'on a des carences, et puis on prend des compléments, c'est parfait. Ils sont là pour nous, mais on prend les compléments dont on a besoin, on ne prend pas des compléments dont on n'a pas besoin, puisque ça va peut-être nous créer des carences Eh oui. dans d'autres micronutriments. Donc du coup, typiquement, par exemple, les vitamines vont avec les minéraux, donc vitamine D, admettons, va avec le calcium. La vitamine permet de fixer les minéraux, donc le calcium va fixer la vitamine D va fixer le calcium par exemple sur les os. Donc forcément, si j'ai un déséquilibre, c'est pas bon. Donc en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, pour les compléments, oui, mais voilà, faut savoir un tout petit peu ce qu'on fait et pas prendre tout et n'importe quoi. Voilà. Mais Donc peut-être qu'avant de prendre des compléments alimentaires, limite il faudrait que j'aille voir mon médecin ou un nutritionniste qualifié et qui me fasse une analyse personnalisée en fait. exactement, une petite analyse, ça peut passer juste par un petit bilan sanguin, un petit check sanguin, ça, voilà, une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. On voit où est-ce qu'on a des déficiences, si on en a, et puis comme ça, on peut en plus ajuster la dose, donc c'est parfait. Hmm. Ah oui, puis on fait pas au hasard quoi. Finalement, on a vraiment un truc ciblé. Exactement, et plus c'est ciblé, et puis mieux c'est pour le corps, et c'est pour ça, plus je suis pour. Donc voilà, et puis avec nos merveilleux compléments NutriPure, donc ça sera parfait. Oui, oui, mais justement, ils ont tout ce qu'il faut et ils font attention à sortir des produits qui marchent par paire ou par trinôme. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est que Exactement, ça évite le cocktail Molotov de 28 vitamines. c'est ça. Ok, Donc d'accord. voilà, Donc super. pour les carences, une petite prise de sang, vous allez voir votre médecin, une petite prise de sang, vous faites un bilan santé. Et puis comme ça, vous savez quoi prendre comme complément alimentaire ou vous vous faites conseiller en fonction des résultats de votre bilan. Exactement, voilà, c'est très bien dit. Ok, du coup j'avais rajouté ça, on en a peut-être un peu parlé tout à l'heure, mais du coup pour les végétariens, euh, il va falloir manger de la légumineuse. Exactement, c'est ça. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, voilà, légumineuse couplée à une céréale. Donc, souvent, c'est riz lentilles, quinoa, voilà, riz beans, enfin, haricots rouges ou haricots noirs. Il y aura des fèves, mais c'est bien voilà, de mélanger. Ou souvent, on parle de. Moi, j'aime bien aux États-Unis, hein, ils sont très fans de peanut butter avec du pain. Et ben Ouais, voilà, une tranche de pain complet avec du peanuts, le peanuts, c'est plus, quand on regarde le taux au 100 grammes, c'est plus protéiné que du bœuf. C'est 27 ou 28 grammes au 100 grammes, donc c'est quand même assez impressionnant. Donc on peut arriver à s'en sortir et très très bien, même sans la viande, hein, la preuve en est, puisque moi c'est mon cas, donc aucun problème de carence, aucun problème. Faut juste, encore une fois, savoir un petit peu quoi faire. Mais déjà, si vous couplez une légumineuse avec une céréale, normalement, vous en sortez bien. Euh, et puis après, voilà, c'est et après, ben, variété. allez voir sur l'Instagram de Pierre,
parce que bah, justement, il donne plein de recettes. Parce qu'après, bah, tu te dis là, ouais, ok, super, haricots beans, ouais, enfin, riz beans, c'est super, mais peut-être il faut mettre un peu de saveur, des épices, des Exactement. petites noix, enfin, j'en sais rien. Ouais, Donc, c'est ça, si. exactement. Et il faut arriver, en fait, il faut arriver à trouver des petits plaisirs, des petites, donc comme tu as dit, hein, des petites choses pour rendre la nourriture attractive, hein, mettre des couleurs, mettre ça avec des, évidemment, tu vas pas manger juste du riz et des beans, hein, ça c'est la partie protéine. Donc tu vas mettre ça avec des légumes, tu vas mettre ça avec voilà, une petite sauce un petit peu sympa aussi. Attention, hein, pas une sauce mayo et tout ça, bien sûr. Mais voilà, on peut se faire plaisir. On met du croquant, on met je sais pas, des amandes torréfiées, on met des choses comme ça. C'est très bien. Ok, d'accord. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour au niveau des problèmes de nutrition. Donc là, ici, on arrive, je vous la montre rapidement, l'étude de cas des problèmes des boxeurs qu'ils rencontrent du coup lors de la journée de compétition. On parle dans la vidéo sur mon Patreon, vous aurez le lien en description justement de tous ces problèmes. Et vous voyez, on fait les études de cas. Du coup, au réveil, j'ai 1 kilo d'avance, je peux manger et boire. Qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois? Là, c'est le cas où je me lève le matin, je peux pas manger parce que je suis limite au niveau de mon poids. Du coup, comment je fais et qu'est-ce que je mange à 10 heures après la pesée et quand j'ai le droit de manger? Je mange quoi après la pesée? Je combats tôt, donc pareil, encore un cas que de toute façon, si vous êtes boxeur, c'est des cas que vous avez reconnus et que vous, c'est obligé que vous êtes dans un de chaque à chaque fois. Voilà, le soir je suis fatigué, je boxe tard, comment je fais pour me maintenir? Et puis ensuite, voilà, je rentre à la maison, qu'est-ce que je mange en rentrant? Donc, Pierre, je ne le laisse pas développer ici. Je vous renvoie vraiment sur la vidéo dans la description. Il y a mon Patreon et vous avez accès à la vidéo payante où on a passé 45 minutes à décortiquer chaque étude de cas une par une. Eh bien, écoute, on arrive à la conclusion de cette vidéo. On va peut-être faire une petite synthèse des principes et de tout ce que tu nous as dit. Bah, je te laisse la Ouais, parole. ouais, super. Bah, en fait, c'est ça. Ce qu'il faut retenir, ce sera bah, pour prendre ou perdre du poids, il y a un seul principe, c'est déficit calories ou excédent calorique. Donc, si je consomme moins de calories que ce que j'en brûle, eh ben, je vais perdre du poids. Maintenant, dans les calories, attention à avoir tous les nutriments, donc avoir des glucides, des lipides, des protéines. On n'a pas beaucoup parlé des fibres parce que les fibres sont présentes dans les légumes, dans les glucides, sont présents un peu partout, mais surtout dans les aliments non transformés. C'est pour ça que j'ai bien insisté sur manger des aliments le moins transformés possible, donc plutôt du hébli au lieu de la farine blanche et tout ce qu'il y a dans les viennoiseries, plutôt des patates douces, des patates machin, etc., plutôt que des frites, parce que du coup c'est monté en température. Bon, donc toutes ces choses-là. Ensuite, dans ces macronutriments, on privilégie évidemment la protéine parce que là, l'objectif de la vidéo, c'est bah, je vais perdre 3, 4, 5 kilos pour la compétition et pour rentrer dans ma catégorie de poids, si je ne me trompe pas. Donc forcément, l'objectif, c'est pas, on n'est pas sur de la maintenance, on n'est pas sur de la prise de masse, on est vraiment sur je veux perdre. Donc du coup, je me mets en déficit et donc vu que je veux perdre le moins de kilos de muscles et le plus de kilos de graisse possible. Sauf que du coup, pour cette répartition-là, pour conserver sa masse musculaire, on va du coup accentuer sur la protéine. Et donc, quand on a vu l'assiette où on fait en termes général, en règle générale, la moitié de l'assiette légumes, un quart protéines et un quart glucides, et ben là, on va peut-être augmenter un petit peu les protéines. Comme ça, on dit au corps, ben voilà, tu peux perdre du poids, mais conserve le muscle parce qu'on a besoin du muscle pour la compétition. Donc ça, c'est vraiment les principes de base. Et puis dedans, comment répartir ces macronutriments et puis qu'est-ce qu'on met dans l'assiette. Et après, bah, comme on a dit, hein, essayez de varier vraiment et trouvez-vous des choses qui vous plaisent dans tout ça. Comme disait mon frère, hein, faire un rééquilibrage alimentaire, trouver des habitudes alimentaires voilà, qui vous conviennent. Et comme ça, vous profitez de cette période un petit peu de sèche pour faire un petit peu une période de clean. Et comme ça, on se dit, bah, tiens, j'aime bien ça, c'est une alternative plus saine qu'habituellement je n'utilise pas. Bah, ça pourrait être bien que je l'incorpore dans mon hygiène de vie hors compétition. Et puis, donc voilà. Ok. Finir. Alors, il y a deux questions qui me viennent en tête. C'est que là, on a vu principalement le déficit calorique, d'accord?
Et admettons que pendant que je fais ma prise de poids, pendant que je fais ma perte de poids, ça fonctionne tellement bien que du coup je perds trop. Et- Oui, ou, ou que je m'en aperçois à temps et qu'il faut que je me maintienne. Ça nous fait peut-être deux cas de figure pour finir qui viendront ouais, compléter la vidéo. Si tu veux bien super. nous expliquer. Ouais, bien sûr. Donc, premier cas de figure, je perds trop et je dois reprendre. Je dois reprendre. Alors, pas trop, mais. Pas trop, mais voilà, je dois reprendre. Admettons, j'ai perdu 5 et il fallait que je perde 4. Je veux reprendre un petit Ouais, kilo. Bon, voilà. et ben, un petit kilo, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me mettre en excédent calorique. Donc, du coup, je vais manger un petit peu plus que d'habitude. Donc là, évidemment, on n'a pas parlé de compter les calories, etc. On a parlé de l'assiette et on a dit c'est des leviers. Donc on bouge les leviers, on voit comment le corps fonctionne. Donc là, je vois que ça marche trop vite, trop bien. Donc forcément, eh ben, je vais peut-être manger du coup un petit peu moins de légumes sur le ratio et du coup, je vais augmenter un petit peu les glucides parce que les protéines, on avait déjà augmenté lors de notre perte de poids et on avait beaucoup mangé de légumes. Et donc, on avait réduit les glucides. Bah là, je vois que j'ai perdu vraiment trop vite, et ben je réaugmente un petit peu les glucides, puisque c'est quand même assez calorique les glucides, même si c'est moins que les graisses, mais je vais augmenter les glucides. Et comme ça, en plus de ça, j'aurai plus d'énergie. Donc sur mes derniers entraînements avant compétition, même pour la compétition, etc. Donc voilà, ça sera surtout sur les glucides qu'on récupère ces calories-là et qu'on remonte en calories. Ok, Voilà. Et donc, et deuxième. par fonction Pardon. de levier. Et donc, deuxième cas, je perds et là je suis bon. Et il me reste, je sais pas, par exemple, 2 semaines, 3 semaines et je suis au poids. Je veux pas perdre plus, je veux pas reprendre. Je veux être en maintien. Ouais. Et ben là, je vais donc me mettre en maintenance de calories, c'est-à-dire que je vais manger je vais consommer le même nombre de calories que ce que je brûle. Donc une fois encore, quand j'ai vu mes leviers, voilà, j'ai vu mon levier des glucides diminuer, mes légumes augmenter, et ben là, hop, je vais à un moment donné stabiliser, je vais voir où est-ce que je bouge plus trop, et puis là, je bouge plus. Mais encore une fois, on utilise les leviers, voilà, pour réajuster, puisque de toute façon, ça ne sert à rien de compter, parce que je vois beaucoup de gens qui, oui, surtout dans l'haltérophilie, les culturistes, ils comptent les calories, ils pèsent tout, ils pèsent voilà, le nombre de patates, le nombre de trucs et, au gramme près. Sauf que bah, souvent, il y a déjà un facteur erreur, un delta sur l'erreur de peser, pas parce que je sais pas peser, parce que tout simplement, en fonction de la cuisson, on n'assimile pas pareil, en fonction des aliments avec lesquels je mange, j'assimile pas pareil, en fonction des paramètres, comme par exemple, je sais pas, j'ai rajouté un peu d'huile, machin. Voilà, il y a tous ces paramètres-là qui font que l'estimation calorique de la journée, même si j'ai tout pesé au gramme près, et finalement, elle est faussée par un facteur de, je sais plus, X%, qui fait qu'à la fin, en fait, on a été obligé de s'ajuster. Donc, autant s'ajuster dès le début, Ouais, ouais. utiliser les leviers, voir comment mon corps il bouge, parce que quand même, même si on varie les nourritures, c'est quand même la même base. On a toujours les mêmes bases des assiettes. Hein. On a notre protéine, nos glucides, nos légumes. Voilà, on met plus de légumes, moins de légumes, plus de glucides, moins de glucides, et on voit comment le corps il s'adapte. Et encore une fois, le corps s'adapte au fil des semaines et pas sur un jour. Donc c'est pour ça, j'ajuste. Le lendemain, je ne vais pas aller voir combien je pèse. D'accord? J'ajuste et puis là, j'attends que le corps bouge en fonction de mon ajustement. Voilà. Et une fois que j'arrive à trouver cette stabilité, là, hop, pré-compétition, j'ai atteint mon poids, et je le maintiens. Bah, de toute façon, si je comprends bien ton discours, tu prônes la connaissance de soi, de son fonctionnement, de ses besoins, et finalement tu préconises d'être son propre sujet d'expérience et de tester sur soi-même euh, par rapport à nos goûts, par rapport à comment, à notre physiologie, est-ce que on est rapide ou lent au niveau des assimilations des C'est aliments. ça. Finalement, en fait, on est un laboratoire de tests et il faut se tester pour se connaître. Exactement, c'est super bien dit. En fait, c'est ça. On est son propre laboratoire de test. Et l'idée, c'est de connaître son corps. Malheureusement, il y en a qui arrivent à 50, 60 ans qui connaissent toujours pas leur corps, qu'il leur faut encore qu'on leur dise ce qu'il faut faire, etc. Moi, je suis partisan du fait que on doit se connaître soi-même. C'est beaucoup plus rassurant de se dire, voilà, quand ça va pas, j'ai une douleur, j'ai ça. On sait des fois où s'arrêter ou pas s'arrêter. Il n'y a pas de raison que sur l'alimentation, ce soit pas la même chose. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Je me sens comment? Est-ce que là, on a parlé on va dire d'une hygiène alimentaire comme ça avec un quart, mais il y a des personnes qui fonctionnent beaucoup mieux sur des habitudes alimentaires comme par exemple le keto ou des choses comme ça, où en fait, eux, ils aiment
quand il y a beaucoup de graisse. Alors ça veut pas dire des mauvaises graisses, hein, mais ils mangent beaucoup d'avocats, ils vont manger des saumons avocats avec un œuf. Là-dedans, il y a quasiment aucun glucide. Et ben eux, ils se sentent mieux comme ça. Donc encore une Hmm. fois, ça dépend des individus, et c'est pour ça que c'est bien de se connaître et pas d'arriver à la compétition pour faire l'apprenti sorcier et dire oh Bah ouais. je vais tester des trucs. Voilà. Donc je me connais, et vu que je me connais, bah, je connais mes leviers, et je sais que bah, moi, les glucides, ça me fait prendre un peu plus que la normale, on va dire. Donc bah tiens, bah, je sais que si je cut les glucides, bah, je vais perdre plus que la normale. Donc voilà, toutes ces choses-là, et ben, on les teste, on voit comment on réagit, et comme tu as dit, on est le laboratoire de nous-mêmes, et puis à l'arrivée, c'est bien de connaître son corps, puisque surtout pour un sportif, on connaît son corps souvent pour le côté douleur, on se dit, bah tiens, j'ai mal, j'y vais pas, je m'arrête pas, Ouais. on sait à peu près s'ajuster sur ça, mais Et encore. sur la nutrition. Et encore, Et ouais, c'est encore. vrai qu'il y en a Des qui, fois, bon, j'ai mal, mais j'y vais encore. ouais, c'est ça, Ouais, voilà. ouais. Ok, Donc voilà, d'accord. c'est bien. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations que tu nous donnes. J'affiche là tes réseaux sociaux, Instagram et YouTube. Super. Je rappelle que sur Instagram, c'est principalement des idées de recettes veggie, du coup. Oui, alors il est arrivé, bon, veggie, mais ça arrive que je mette du poisson, des choses comme ça, parce que je suis pas vegan non Ouais, plus. Donc je mets des œufs, du poisson. Voilà. Donc pour ceux qui sont pas vegan, qui sont même carnivores ou omnivores, enfin qui mangent un peu de tout, ça peut aller, parce qu'il peut y avoir aussi du poisson, des œufs, donc il n'y a pas de problème des produits laitiers. Hmm. Ok, ok. Juste, on verra pas un gros steak sur cette page, quoi. Non, ça ne risque pas d'arriver. Ouais, d'accord. Ok, Ou alors ça c'est peut-être le marche. steak de Sarah. Ok, bah on fera ça sur ma page à moi. Euh, Et ensuite, ta chaîne YouTube, Coach Sport et Nutrition. Euh, Là, j'ai vu que, enfin, on a discuté ensemble de formats qui allaient sortir et tout. T'en as sorti une première vidéo ou deux. Et qu'est-ce qu'on va retrouver du coup sur cette chaîne YouTube? Alors, bah ouais, merci hein, pour ma chaîne. Donc oui, ça sera il y aura sport et nutrition le, le titre l'indique. Sur la nutrition, ça sera beaucoup d'informations sur le sport en général, donc forcément public sportif. Il y aura des conseils sur les nutriments, il y aura des conseils sur quoi manger en période de compétition, des conseils sur la perte de poids, la prise de masse, la sèche. Il y aura tout un tas de sujets qui seront évoqués au niveau nutrition. Et la partie sport, alors là, j'aborde énormément la partie prévention des blessures et prévention des douleurs. Et surtout, j'apporte la partie stabilité des articulations, etc. Pour en fait, en fonction des sports, et sur des choses qui sont communes à du coup tous les sports, parce que par exemple hein, on parle des abdos, les abdos dans tous les sports on a besoin d'avoir des abdos solides, notamment au niveau du transverse, etc. Donc vous verrez mes vidéos, mais voilà, donc on verra vraiment la partie sport, la partie nutrition qui seront différenciées. Je vais essayer de faire des formats courts pour que ce soit du pratico-pratique, mais je vais aussi faire des formats informatifs, mais qui seront quand même courts. Ouais, parce que c'est vrai qu'un format court, c'est sympa, ça se mange vite fait. Et puis de temps en temps, t'as plus envie de contenu plus conséquent. Ok, super. Bah, hâte de retrouver tous ces contenus sur ta chaîne. Et, Merci. euh, et puis bah, je crois qu'il y a déjà une vidéo qui est sur ta chaîne. Et puis il y en aura d'autres qui vont suivre bientôt. Ben, on arrive à la fin. Je te remercie beaucoup pour toutes les connaissances que tu nous as partagées. Merci à toi, c'est super de voir ça du coup sur la boxe, parce que c'est la première fois que j'aborde la boxe voilà, parmi tous les sports. Ok, ben on a apprécié. Bah écoutez, les fouleurs, je vous dis à la prochaine. Allez, salut les fouleurs! Salut les fouleurs!